La salle d'audience tomba silencieuse. Vive n'était assise seule, enceinte de 8 mois. Pas d'avocat, pas d'argent, pas d'espoir. Son mari milliardaire rit à voix haute. Pensait-elle vraiment qu'elle pouvait se présenter sans avocat? C'est presque trop facile. Le voilà. Sa mère sourit. Il a tout. Sa maîtresse attendait dans le couloir. Ses 3 avocats avaient déjà planifié leur dîner de victoire, mais Harrison Mercer fit une erreur fatale. Il n'avait aucune idée de qui sa belle-mère était vraiment. Et quand ces portes de la salle d'audience s'ouvrirent, l'avocat le plus puissant de l'État pâlit. Énorme victoire. Ce qui arriva ensuite exposa chaque mensonge que Harrison avait jamais dit, chaque dollar qu'il avait jamais caché, chaque mot cruel qu'il pensait que personne n'entendrait jamais. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le moment où cette mère révélera sa véritable identité changera tout ce que vous pensez savoir sur la justice, la famille et la force d'une femme qui refuse de se briser. Cette histoire nous enseigne une vérité. Parfois, la personne qui semble n'avoir rien a tout ce dont elle a besoin. Leçons et déclarations de valeur. Cette histoire porte une vérité puissante. Parfois, les gens qui semblent n'avoir rien sont ceux qui ont tout ce dont ils ont besoin. La force ne réside pas dans combien d'argent vous avez ou combien d'avocats se tiennent à vos côtés. La force est de se lever quand tout le monde s'attend à ce que vous tombiez. Il s'agit de protéger ce qui compte le plus, même quand le monde entier vous dit que c'est impossible. Si vous vous êtes déjà senti seul dans votre bataille, si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez, cette histoire est pour vous. Vous êtes plus fort que vous ne le savez. Et parfois, les gens qui vous aiment mènent des batailles que vous ne pouvez pas voir. La chaise à côté de Vivian était vide et Harrison Mercer riait. Le son résonna dans la salle d'audience. Ce rire familier, celui qu'il utilisait lors de dîner, quand quelqu'un racontait une blague qui n'était pas tout à fait assez drôle, polie, exercée, cruelle. Vivian pressa ses paumes à plat contre la table des accusés. Le bois était froid sous ses doigts. Son alliance capta la lumière fluorescente. Elle la portait toujours. Elle ne savait pas pourquoi. Enceinte de 8 mois, seule, face à l'équipe de droit de la famille la plus puissante de l'État. De l'autre côté de l'allée, Harrison était flanqué de 3 avocats en costume gris anthracite assorti. Bradford Whitmore, le 3e, occupait la position centrale. Cheveux argentés, posture parfaite, une réputation de détruire les avocats adverses. Avant le déjeuner, Harrison se pencha vers son avocat. Sa voix porta dans toute la pièce. Il voulait qu'elle porte. Pensait-elle vraiment qu'elle pouvait se présenter sans avocat? Il secoua lentement la tête. C'est presque trop facile. La galerie murmura. Vive sentit les yeux sur elle, apitoyés, curieux, amusés. Au premier rang, Constance Mercer était assise, portant des perles et un sourire satisfait. La mère de Harrison n'avait jamais aimé Vivian. Pas vraiment. Le sourire confirma ce que Vivian soupçonnait depuis 6 ans. Constance attendait ce moment. La main de Vivian se posa sur son ventre. Le bébé bougea. Un petit pied pressa contre ses côtes. « Je sais, pensa-t-elle. Je sais que tu as peur, toi aussi. » La salle d'audience sentait le vieux papier et le cirage au citron. Quelqu'un toussa au dernier rang, l'air conditionné bourdonnait trop fort. Tout semblait aiguisé. Trop lumineux, trop réel. Il y a 3 semaines. Vivian avait une avocate, Jennifer Walsh, excellente réputation, tant d'expérience. Elles s'étaient rencontrées 2 fois. Vivian avait ressenti de l'espoir pour la première fois depuis des mois. Puis Jennifer appela. « Je suis désolé, Madame Mercer. Un conflit d'intérêts est survenu. Je ne peux pas vous représenter. » L'avocat suivant dit la même chose. Et le suivant et les 3 suivants après cela. Chaque avocat de la famille dans cette ville est soit sous contrat avec Mercer Industries, soit les craint. Vivian comprit cela. Maintenant, Harrison n'avait pas seulement voulu la divorcer. Il voulait l'humilier. Il voulait qu'elle entre dans cette salle d'audience sans rien. Elle se rappela sa voix de leur dernière conversation téléphonique.
Ce ton condescendant, celui qu'il utilisait pour expliquer des choses à des gens qu'il considérait inférieurs à lui. Tu devrais juste signer les papiers, chérie. Tu n'es pas équipé pour ce combat, chérie. Il l'appelait toujours ainsi quand il était cruel. La lourde porte en bois derrière le banc s'ouvrit. Tout le monde se leva. La juge Patricia Holloway entra. Fin de la cinquantaine, cheveux gris tirés sévèrement, lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Elle avait une réputation d'équité. Vivienne s'accrocha à cela. Veuillez vous asseoir. Le froissement du tissu coûteux, le grincement des bancs en bois. Bradford Whitmore se leva avec une grâce théâtrale. Votre honneur, Bradford Whitmore, représentant le pétitionnaire, Harrison Mercer. Nous sommes prêts à procéder à l'audience préliminaire de garde. La juge Holloway regarda la chaise vide à côté de Vivienne. Son expression ne révéla rien. Madame Mercer, je vois que vous n'êtes pas représentée aujourd'hui. Vivienne se leva, ses jambes tremblaient légèrement, le bébé pressait contre sa vessie. Oui, votre honneur, j'ai été incapable d'obtenir un avocat. Bradford fit un son, pas tout à fait un rire, juste assez pour être entendu. Les yeux de la juge Holloway papillonnèrent vers lui. Monsieur Whitmore, avez-vous quelque chose à ajouter? Seulement que Madame Mercer a eu amplement le temps de retenir un avocat. C'est sa troisième comparution sans représentation. À un certain point, nous devons nous demander si c'est une tactique de retardement. La gorge de Vivienne se serra. Elle voulait expliquer. Elle voulait parler à la juge des appels téléphoniques, des conflits d'intérêts soudains, de la manière dont l'influence de Harrison s'étendait à chaque cabinet d'avocats de la ville. Mais elle n'avait aucune preuve. Juste sa parole contre celle d'un milliardaire. « Votre honneur, dit Vivienne. » Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne s'y attendait. « Je demande respectueusement un ajournement pour obtenir un conseiller juridique. » Bradford secoua la tête. « Votre honneur, c'est la troisième demande de ce type. Mon client a été plus que patient. Il a des obligations commerciales, des engagements caritatifs. Nous ne pouvons pas continuer à reporter ces procédures indéfiniment. » Harrison hocha la tête solennellement. Le mari préoccupé, l'homme raisonnable étant gêné par sa femme difficile. Vivienne tendit la main vers son téléphone sous la table. Une habitude, un espoir désespéré. Elle le vérifia. Verrouiller, déverrouiller, verrouiller, déverrouiller, verrouiller. Pas de message. Sa mère n'avait pas répondu depuis 2 jours. Vivien avait appelé Eleanor 5 fois, envoyé 3 emails. Rien. Silence radio. Peut-être qu'elle ne veut pas s'impliquer. Peut-être qu'elle pense que je le mérite. Peut-être qu'elle a honte de moi. Les pensées s'emballèrent. Vivienne les força à descendre. La juge Holloway étudia les papiers devant elle. Le silence s'étira. « Madame Mercer, dit-elle finalement, je suis compatissante à votre situation. » Cependant, M. Whitmore soulève un point valable concernant les ajournements répétés. « Je vais permettre à l'audience de se poursuivre aujourd'hui. Vous pouvez vous représenter vous-même ou demander un avocat commis d'office. Si vous remplissez les exigences financières. Vivienne faillit rire. Sur le papier, elle était mariée à un homme valant des centaines de millions de dollars. En réalité, elle ne pouvait accéder à aucun compte. Harrison avait tout gelé le jour où il avait demandé le divorce. Bradford Whitmore sourit, un requin repérant du sang. « Votre honneur, si je peux poursuivre avec notre déclaration liminaire. »« Allez-y. » Bradford boutonna sa veste. Il marcha lentement vers le centre de la salle d'audience. Chaque mouvement calculé. « Votre honneur, c'est une affaire simple. Un homme très prospère, un père dévoué, un pilier de cette communauté. Il a épousé une femme qui semblait charmante, semblait dévouée, mais avec le temps, sa vraie nature a émergé. » Les ongles de Vivienne s'enfoncèrent dans ses paumes. « Vivienne Mercer est émotionnellement instable, » continua Bradford. « Elle est sujette à des accusations paranoïaques. Elle a manifesté un comportement préoccupant tout au long de sa grossesse. Mon client, père souci sincère pour son enfant à naître, a été contraint de demander la garde principale.
Les mots frappèrent comme des coups physiques. Émotionnellement instable, paranoïaque, comportement préoccupant. C'est ce qu'il va faire. Il va me faire pisser pour folle. Il va prendre mon bébé parce que je n'ai pas pu trouver d'avocat et je ne peux pas me défendre. Harrison la regarda. Son expression était calme, presque ennuyée, comme si c'était un inconvénient mineur dans sa journée, par ailleurs importante. Bradford continua de parler. Statistiques sur la santé mentale maternelle, références vagues à des incidents, rien de spécifique, rien de prouvable, juste de l'insinuation enveloppée de langage juridique. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant. La tête de Vivian se tourna brusquement vers le son. Son cœur fit un bond. Une greffière entra. Jeune femme, pile de papier. Elle tendit quelque chose à la juge Holloway et sortit. Pas sa mère. Harrison croisa le regard de Vivienne. Ses lèvres se courbèrent. « Vous attendiez quelqu'un, chérie? » Vivienne ne répondit pas. Elle se retourna pour faire face à la juge. Ses mains tremblaient. Elle les pressa à nouveau à plat contre la table. « Je suis seule. » La réalisation s'ancra dans ses os. « Je suis complètement seule. » Bradford termina sa déclaration liminaire. Quelque chose à propos de la protection de l'enfant. Le devoir sacré de la cour. Des mots qui ne signifiaient rien. La juge Holloway regarda Vivienne. « Madame Mercer, souhaitez-vous faire une déclaration liminaire? » Vivienne se leva. La pièce vacilla légèrement. Elle se stabilisa contre la table. « Votre honneur », sa voix se brisa. Elle s'éclaircit la gorge. Recommença. « Votre honneur, je ne suis pas instable. Je ne suis pas paranoïaque. Je suis une femme enceinte dont le mari a systématiquement détruit sa capacité à se défendre dans ses procédures. » Bradford ricana. « Votre honneur, je n'ai pas fini. » Les mots sortirent d'une voix perçante. Vivienne se surprit elle-même. La juge Holloway leva la main. « Laissez-la parler, Monsieur Whitmore. » Vivienne prit une inspiration. Le bébé donna un coup de pied. « Pendant 6 ans, j'ai été une bonne épouse. J'ai abandonné ma carrière. J'ai soutenu mon mari. J'ai rendu sa vie sans heurts. Et en retour, il... » Sa voix se brisa. Elle ne pouvait pas le dire. Pas encore. « Pas ici. Je me représenterai moi-même aujourd'hui, dit Vivienne. Je n'ai pas le choix, mais je ne suis pas ce qu'ils essaient de me faire paraître. » Elle s'assit. Ses jambes cédèrent plus qu'elle ne l'avait voulu. Harrison murmura quelque chose à Bradford. Ils sourirent tous les deux. La juge Holloway prit une note. « Très bien, nous allons procéder. Monsieur Whitmore, appelez votre premier témoin. » Bradford se leva. Le pétitionnaire appelle Constance Mercer. Vivienne regarda sa belle-mère se lever, les perles étincelantes, la posture parfaite. Une femme qui avait passé 6 ans à trouver des moyens de faire sentir Vivienne petite. Ce n'est que le début. La pensée aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, quelque chose d'autre se remua, quelque chose de calme mais d'entêté. J'ai survécu à 6 ans de mariage avec son fils. Je peux survivre à cela. Elle posa ses 2 mains sur son ventre. Nous pouvons survivre à cela. Le bébé donna un coup de pied à nouveau. Constance Mercer s'installa dans la chaise des témoins comme si elle posait pour un portrait. Dos droit, menton relevé, le doux clic de ses talons contre le parquet en bois. La greffière administra le serment. La voix de Constance résonna claire et exercée. Je jure solennellement. Bradford Whitmore s'approcha avec la déférence prudente d'un homme qui savait d'où venaient ses honoraires. Mademoiselle Mercer, merci d'être ici aujourd'hui. Je sais que cela doit être difficile. Ça l'est. Constance pressa une main sur sa poitrine. Mais je ferai tout pour protéger mon petit enfant. L'estomac de Vivienne se tordit. Votre petit enfant. Comme si le bébé n'était pas encore dans le corps de Vivienne. Comme si Vivienne avait déjà cessé d'exister. Pouvez-vous décrire le comportement de votre belle-fille au cours de la dernière année? Constance soupira, le genre de soupir qui précédait une longue liste de griefs. Par où commencer? Vive a toujours été sensible,
Mais depuis la grossesse, elle est devenue erratique, paranoïaque. Elle a accusé Harrison des choses les plus terribles. Quel genre d'accusation? Qu'il cachait de l'argent, qu'il voyait d'autres femmes. Constance secoua tristement la tête. Mon fils est bien des choses, mais il n'est pas un tricheur. Il a bâti un empire à partir de rien. Il n'a pas le temps pour des affaires. Les mains de Vivien se serrèrent sous la table. À partir de rien, Harrison a hérité de 60 millions de dollars de son père. Il l'avait transformé en plus, oui, mais rien. Vivien vous a-t-elle déjà semblé irrationnelle? Demanda Bradford. Constamment. Constance se pencha légèrement en avant, confiant. Elle pleurait sans raison. Elle exigeait de voir les relevés bancaires. Elle a un jour accusé Harrison de déplacer de l'argent à l'étranger, ce qui est absolument absurde. Ce n'est pas absurde. J'ai trouvé les comptes. J'ai les numéros. Mais la preuve était sur son ordinateur portable. L'ordinateur portable que Harrison avait pris de la maison quand il avait changé les serrures. Selon votre opinion, dit Bradford, Vivienne Mercer est-elle apte à élever un enfant? Objection, Vivienne se leva. Sa voix sortit plus forte qu'elle ne se sentait. Elle n'est pas qualifiée pour faire cette évaluation. La juge Holloway hocha la tête. Soutenu. Reformulé, M. Whitmore. Bradford ne manqua pas un battement. Qu'avez-vous observé concernant la préparation de Vivien à la maternité? L'expression de Constance changea. Un air préoccupé exercé. Elle n'a rien acheté pour le bébé. Pas de berceau, pas de vêtements, rien. Mon fils a proposé d'aménager la chambre de bébé et elle a refusé. Elle a dit, Constance marqua une pause dramatique. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de vouloir mettre un enfant au monde dans ce mariage. La galerie murmura. La bouche de Vivienne tomba longtemps. C'était un mensonge, une pure invention. Elle avait demandé à Harrison d'aménager une chambre de bébé. Il avait dit qu'il s'en occuperait plus tard. Il était toujours trop occupé. Ce n'est pas vrai, dit Vivienne. La juge Holloway lui lança un regard d'avertissement. Madame Mercer, vous aurez l'occasion de contre-interroger. Vivienne s'assit, le visage brûlant. Bradford hocha la tête avec sympathie à Constance. Pas d'autres questions. Il retourna à son siège. Harrison lui tapota l'épaule. La juge Holloway regarda Vivienne. Votre témoin. Vivienne se leva. Son esprit s'emballa. Comment contre-interroger quelqu'un qui ment sous serment quand on n'a aucune preuve? Elle marcha vers la barre des témoins. Constance la regarda approcher avec un mépris à peine dissimulé. Madame Mercer, commença Vivien. Sa voix trembla. Elle la força à rester stable. Vous avez dit que je n'avais rien acheté pour le bébé. Est-ce vrai? C'est ce que j'ai observé. Êtes-vous déjà venu chez nous? Dans la pièce qui serait la chambre de bébé? Constance se déplaça légèrement. Je visitais régulièrement. Quand avez-vous été pour la dernière fois chez nous? Une pause. Je ne me souviens pas exactement. Était-ce avant ou après que Harrison ait demandé le divorce? Une autre pause. Plus longue cette fois. 20. Combien de temps avant? La mâchoire de Constance se serra. Peut-être quelques mois, 3 mois, 4, 6. Objection. Bradford se leva. J'harcèle le témoin. J'essaie d'établir la base de son témoignage, votre honneur. La juge Holloway réfléchit. Je le permets. Répondez à la question, Madame Mercer. Constance lissa sa jupe. Cela a pu être il y a 4 ou 5 mois. Donc, vous n'avez pas vu la chambre de bébé depuis? Non. Alors comment savez-vous ce que j'ai ou n'ai pas préparé? Le masque de Constance glissa juste un instant. Vivienne vit l'irritation en dessous. Harrison me l'a dit, mon fils ne ment pas. Votre fils ment sur tout. Il ment sur l'argent. Il ment sur les femmes. Il ment sur où il passe ses nuits. Mais Vivienne ne pouvait pas dire cela. Pas sans preuve. Pas d'autres questions. Elle retourna à son siège. Cela ressemblait à une petite victoire. Ce n'était pas suffisant. Bradford appela son prochain témoin. Et le suivant, un défilé d'employés et d'associés de Harrison. Chacun peignait la même image. Vivienne était instable. Vivienne était difficile. Vivienne était inapte. À la pause déjeuner, la tête de Vivienne lui battait.
Elle était assise seule dans le couloir, sur un banc près des distributeurs automatiques. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus. Quelqu'un avait renversé du café près de la poubelle. L'odeur âcre se mêlait au nettoyant industriel. Je vais perdre mon bébé. La pensée la submergea. Il va la prendre. Il a l'argent. Il a les avocats. Il a des témoins qui diront ce qu'il paiera pour qu'ils disent. Vivien vérifia à nouveau son téléphone. Toujours rien de sa mère. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Elles n'avaient pas beaucoup parlé ces dernières années. La faute de Vivien, surtout. Harrison l'avait encouragé à prendre de la distance avec sa famille. Il disait que sa mère était envahissante. Il disait que son père était passif. Il disait qu'il ne comprenait pas son monde. Et Vivienne l'avait cru. Elle l'avait laissé l'isoler lentement, systématiquement, jusqu'à ce qu'elle se réveille un jour et réalise qu'elle n'avait personne. Un souvenir refit surface, sans être appelé, il y a 18 mois. Viven et Eleanor s'étaient disputés à propos de Harrison. Eleanor avait senti que quelque chose n'allait pas. Elle avait posé des questions précises sur l'argent, sur ses nuits tardives, sur pourquoi Viven semblait plus petite à chaque fois qu'elle se voyait. « Tu imagines des choses, maman. » Vivienne avait dit, « Harrison est un homme bon. Tu ne le connais pas comme moi. » L'expression d'Eleanor avait été étrange, triste et quelque chose d'autre. Quelque chose que Vivienne reconnaissait maintenant comme une connaissance. « J'espère que tu as raison, chérie. Vraiment. Je n'avais pas raison. Tu savais et je n'ai pas voulu écouter. » Vivienne pressa ses mains sur ses yeux. Les larmes vinrent quand même. Silencieuse, inutile. Le bébé bougea, ce frisson familier. Vivienne inspira lentement, expira. Je dois continuer à me battre. Même si je perds, je dois essayer. Elle s'essuya le visage, redressa ses épaules, se leva. Une voix de femme vint de derrière elle, Madame Mercer. Vivienne se retourna, une jeune femme d'une vingtaine d'années, blonde, nerveuse. Vive la reconnut immédiatement. Amber Sinclair, l'assistante exécutive de Harrison, l'autre femme. Tout le corps de Vivien devint rigide. « Que voulez-vous? » Amber regarda autour d'elle. Sa voix baissa à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne devrais pas être ici. Si Harrison savait que je vous parlais, alors pourquoi êtes-vous? » Les mains d'Amber s'entortillèrent. Ses ongles étaient rongés. « Parce que j'ai quelque chose dont vous avez besoin. Des preuves sur l'argent, les comptes offshore. » Le cœur de Vivienne s'arrêta, puis recommença à battre la chamade. « Pourquoi m'aideriez-vous? » Les yeux d'Amber étaient rouges. Elle avait pleuré récemment. « Parce que j'ai découvert que je ne suis pas la seule. Il a vu quelqu'un d'autre derrière mon dos tout le temps. L'ironie aurait été drôle si ce n'était pas si pathétique. Alors, il a trompé sa maîtresse. » Amber tressaillit. « Je sais ce que j'ai fait. Je sais que c'était mal, mais je pensais. » « Vous pensiez qu'il vous aimait. » Silence. « Il n'aime personne, dit Vivien. J'ai appris cela à mes dépens. Vous aussi. » Amber fouilla dans son sac à main, en sortit une clé USB. Tout est là, comptes bancaires, société écran, emails où il parle de cacher des actifs à vous, de comment il a planifié ce divorce il y a 1 an. Vivien fixa le petit appareil. Une si petite chose. Cela pourrait tout changer. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Vous ne devriez pas. La voix d'Amber se brisa. Mais c'est réel, je jure que c'est réel. Vivian prit la clé USB. Elle était chaude de la main d'Amber. Si c'est une sorte de ruse, ce n'est pas le cas. Je le promets. Des pas résonnèrent dans le couloir. La tête d'Amber se tourna brusquement vers le son. Je dois y aller. Il ne peut pas me voir vous parler. Elle s'éloigna en hâte, disparut au coin d'une rue. Vivienne regarda la clé USB dans sa paume, de l'espoir pour la première fois depuis des semaines. Mais ce n'était pas suffisant. Elle n'avait toujours pas d'avocat. Elle n'avait toujours personne pour présenter ses preuves correctement. La voix du huissier résonna. La cour reprendra dans 5 minutes. Viviane glissa la clé USB dans son sac à main. J'ai des preuves maintenant, mais à quoi servent les preuves si je ne peux pas les utiliser? Elle retourna vers la salle d'audience.
Les portes se dressaient devant elle, lourdes, en bois, intimidantes. Je ne suis pas encore battu. Elle les poussa et les ouvrit. La session de l'après-midi commença avec un autre témoin, le docteur Marcus Webb, psychologue expert engagé. Vivienne ne l'avait jamais rencontré. Bradford le présenta comme un cadeau. Des références distinguées, des années d'expérience complètement objectifs. Dr. Webb, dit Bradford, vous avez examiné des documents liés à l'historique de santé mentale de Mme Mercer. Qu'avez-vous trouvé? Le Dr. Webb ajusta ses lunettes. Sa voix était professionnellement apaisante. Le genre de voix qui rend les choses terribles raisonnables. J'ai examiné les transcriptions des séances de thérapie auxquelles Mme Mercer a participé il y a environ 3 ans. Le contenu était préoccupant. Le sang de Vivienne se glaça. Séance de thérapie. Il y a 3 ans après la fausse couche. Quel genre de préoccupation? Demanda Bradford. Mme Mercer a exprimé des sentiments d'inutilité. Elle a décrit des pensées intrusives. Elle a indiqué une difficulté à se lier au concept d'enfant futur. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau, chacun créant des ondulations qui se propagèrent dans la salle d'audience. Vive ne pouvait pas respirer. Ces séances étaient censées être confidentielles. Elle était allée en thérapie après avoir perdu son premier bébé à 11 semaines. Elle avait été en deuil, brisée, à vif. Harrison l'avait encouragée à y aller. Il avait dit que cela aiderait. Maintenant, elle comprit pourquoi. Votre honneur, Vivienne se leva. Sa voix trembla. C'était des séances privées de conseils en deuil après une fausse couche. Il les a enregistrées sans mon consentement. Bradford secoua la tête. Les séances ont été enregistrées dans le cadre de la pratique clinique standard avec le consentement signé des patients. Je n'ai jamais consenti à cela. Votre signature est sur le formulaire d'admission, Madame Mercer. Vivienne se rappela la pile de papier. L'assistante administrative avait été impatiente. Signez ici, paraphez ici, signez ici. Vivienne ne les avait pas lus attentivement. Elle avait trop pleuré pour voir les petits caractères. Il m'a piégé même alors, même quand je me brisais de la perte de notre bébé. Dr. Webb, continua Bradford, d'après votre examen, avez-vous des préoccupations concernant l'aptitude de Mme Mercer en tant que principale dispensatrice de soins? Oui. Dr. Webb hocha gravement la tête. Le deuil non résolu, l'ambivalence exprimée envers la maternité, l'idéation paranoïaque concernant son mari. Ces schémas suggèrent quelqu'un qui bénéficierait d'une supervision professionnelle pendant les premiers mois de l'éducation des enfants. Supervision professionnelle, c'était leur angle. Ne pas lui prendre son bébé carrément, juste la surveiller, la contrôler, maintenir Harrison au pouvoir. Les mains de Vivienne tremblèrent contre la table. Elle pensa à cette époque il y a 3 ans. Le sang qui ne s'arrêtait pas, la salle d'urgence, le visage du médecin quand elle avait annoncé la nouvelle, l'expression de Harrison, préoccupation en surface, irritation en dessous. Le timing n'était pas bon de toute façon, il avait dit plus tard. Bien plus tard, quand il pensait qu'elle n'écoutait pas, le timing n'était pas bon. Comme si leur bébé avait été un inconvénient, un conflit d'horaire. Pas d'autres questions. Bradford retourna à son siège. La juge Holloway regarda Vivienne. Contre-interrogatoire. Vivienne se leva. Ses jambes semblaient déconnectées de son corps. Elle marcha vers la barre des témoins. Dr. Webb, m'avez-vous déjà rencontré personnellement? Non, j'ai examiné les documents cliniques. Avez-vous interrogé quelqu'un qui me connaît? Des amis, de la famille, des collègues. J'ai parlé avec M. Mercer et sa mère. Donc, votre évaluation entière est basée sur des transcriptions d'il y a 3 ans et des conversations avec mon mari et sa mère, des gens qui essaient activement de me prendre mon enfant. Le Dr. Webb déplaça les preuves cliniques. Savez-vous ce qui s'est passé il y a 3 ans, Dr. Webb? Savez-vous pourquoi j'étais en thérapie? Vous avez subi une perte de grossesse, une perte de grossesse. La voix de Vivienne se durcit. J'ai perdu mon bébé. À 11 semaines, j'ai vu le battement de cœur à l'échographie 1 semaine. La semaine suivante, il avait disparu.
La salle d'audience était silencieuse. Je suis allé en thérapie parce que j'étais en deuil, parce que mon mari m'a dit que j'avais besoin d'aide, parce que je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Les yeux de Vivian brûlaient. Et vous utilisez ce deuil pour essayer de prendre mon deuxième enfant. L'expression du Dr. Webb ne changea pas. Je fournis simplement une analyse professionnelle. Vous fournissez des munitions à un homme qui utilise mon pire moment contre moi. Objection. Bradford était debout. Argumentatif. Accepté. La voix de la juge Holloway était calme. Madame Mercer, veuillez vous limiter aux questions. Vivienne se força à respirer. Pas d'autres questions. Elle retourna à son siège. Le bébé appuyait fort contre ses côtes, inconfortable. « Tiens bon, petite. Tiens bon. » La juge Holloway annonça une pause de 15 minutes. Vivienne se dirigea vers les toilettes des femmes, s'enferma dans la dernière cabine, s'assit sur le couvercle des toilettes fermées. La salle de bain était vide, silencieuse, sauf pour le goutte-à-goutte d'un robinet et le bourdonnement des lumières fluorescentes. Elle pensa au bébé qu'elle avait perdu, celui qui n'avait jamais eu de nom, le minuscule battement de cœur qui s'était arrêté sans avertissement. Elle pensa à Harrison, à la façon dont il l'avait tenu à l'hôpital, à la façon dont il avait dit les mots justes. « Nous essaierons à nouveau. Ce n'est pas ta faute. Je suis là. » Il était déjà avec Amber à ce moment-là. La réalisation était venue des mois plus tard, quand elle avait trouvé les SMS. Quand elle avait retracé les dates, leur bébé était mort et Harrison avait déjà commencé son affaire. Elle se rappela leur dîner d'anniversaire cette année-là, 2 mois après la fausse couche. Harrison lui avait donné un collier, 3 diamants. Passé, présent, futur, il avait dit. Il avait commandé le même collier pour Amber. La même semaine, Vivienne avait trouvé le reçu. La salle de bain était froide, l'air conditionné trop fort. Vivienne enroula ses bras autour de son ventre. Le bébé donna 2 coups de pied, 3 fois. « Je vais te protéger, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas encore comment, mais je le ferai, je le promets. » Elle resta assise là pendant 7 minutes, écoutant le goutte-à-goutte du robinet, sentant sa fille bouger en elle. Quand elle émergea finalement, ses yeux étaient secs. Le couloir était presque vide. Un homme était assis sur un banc en face de la salle de bain, lisant un journal. Il leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Vivienne se figea. Wesley Mercer, le frère aîné de Harrison. Elle ne l'avait pas vu depuis des années. Il avait été exclu des événements familiaux après une sorte de querelle. Harrison n'en parlait jamais. Constance faisait comme s'il n'existait pas. Wesley plia son journal, se leva. Vivienne Wesley, elle ne savait pas quoi dire d'autre. Il marcha lentement vers elle. Son expression était illisible. « Vous avez l'air d'avoir une dure journée, on pourrait dire ça. » Il hocha la tête, fouilla dans la poche de sa veste, en sortit une carte de visite. « Appelez ce numéro ce soir. Il y a quelqu'un qui veut t'aider. » Vivienne regarda la carte. Pas de nom, juste un numéro de téléphone. « Pourquoi m'aideriez-vous? Vous êtes son frère. » La mâchoire de Wesley se serra. Quelque chose de sombre vacilla dans ses yeux. « Harrison et moi ne sommes plus frères depuis longtemps. Pas depuis qu'il a falsifié le testament de notre père et volé mon héritage. » Les mots restèrent en suspendus dans l'air. Il a falsifié. Appelez le numéro. Wesley recula. Ce soir, n'attendez pas. Il s'éloigna, tourna un coin, disparut. Vivienne regarda la carte de visite. Ses mains tremblaient. La voix du huissier résonna. La cour reprendra dans 2 minutes. Elle glissa la carte dans son sac à main à côté de la clé USB. À côté de son téléphone éteint, 2 morceaux d'espoir. Aucun moyen de les utiliser. Pas encore. L'après-midi s'étira. Plus de témoins, plus de mensonges soigneusement construits. Vivien endura tout cela. Son dos lui faisait mal. Ses pieds étaient enflés. Le bébé s'était installé dans une position inconfortable qui pressait contre sa vessie, mais elle ne partit pas, ne demanda pas de pause. Elle s'assit et écouta et prit des notes sur un bloc-notes jaune qu'elle avait trouvé dans la salle d'audience. Détails, noms, contradictions,
Tout ce qu'elle pourrait utiliser plus tard, s'il y avait un plus tard. À 16h30, la juge Holloway mit fin aux délibérations de la journée. Nous nous réunirons demain à 9h. Madame Mercer, je vous encourage fortement à obtenir une représentation légale. Oui, votre honneur, Harrison la dépassa en sortant, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Cette odeur familière qu'elle aimait autrefois, cèdre et quelque chose d'agrume. Vous avez fait mieux que je ne l'espérais, murmura-t-il. Mais vous allez quand même perdre. Vivian ne répondit pas. Elle rassembla ses affaires. Son sac à main, son bloc-notes illégal, les vestiges de sa dignité. Le parking était froid. Ses pas résonnaient contre le béton. Sa voiture était une berline de 3 ans. Harrison avait voulu qu'elle conduise quelque chose de plus beau, une Mercedes, une BMW, quelque chose qui reflétait son statut. Vive avait insisté pour la berline, une des rares batailles qu'elle avait gagnées. Elle s'assit sur le siège conducteur, porte fermée, moteur éteint, fixant le vide. 45 minutes passèrent. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle. La maison était maintenant une chambre d'hôtel, un courtyard by Marriott, près de l'autoroute. Harrison avait changé les serrures de leur maison le jour où il avait demandé le divorce. Elle ne pouvait pas affronter l'hôtel, les murs beiges, le couvre-lit rigide, la Bible dans le tiroir de la table de chevet. Alors elle s'assit dans le parking, moteur éteint, regardant la lumière changer au fur et à mesure que le soleil se couchait. Son téléphone vibra. Vivian le saisit, les mains tremblantes. Un SMS de Marlene, sa meilleure amie, la seule qui ne l'avait pas abandonnée. Comment ça s'est passé? Appelle-moi. Vivian composa le numéro. Marlene répondit au premier coup. Dis-moi tout, Vivian lui dit. Les témoins, le rapport psychologique, la façon dont Harrison riait, la chaise vide à côté d'elle. Ce monstre absolu, dit Marlene. Je savais qu'il était mauvais. Je ne savais pas qu'il était si mauvais. Tu as essayé de me le dire. J'aurais dû essayer plus fort. Vivian appuya sa tête contre le volant. J'ai eu quelque chose aujourd'hui. Des preuves d'Amber. La maîtresse, elle m'a donné une clé USB. Compte bancaire, argent offshore, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Je n'ai pas d'avocat. Silence sur la ligne. Et il y a autre chose. Wesley Mercer m'a donné un numéro de téléphone. Quelqu'un qui veut t'aider. Le frère de Harrison. Je pensais qu'il se détestait, c'est le cas. C'est pour ça qu'il aide. Plus de silence. Appelle le numéro, dit Marlene ce soir. Qu'as-tu à perdre? Elle avait raison. Vivian n'avait plus rien à perdre. D'accord, j'appelle. Et Vivian, ta mère m'a appelé aujourd'hui. Vivian se redressa. Ma mère? Elle t'a appelé? Elle a dit qu'elle essayait de te joindre. Ton téléphone ne cesse d'aller sur la messagerie vocale. C'est impossible. J'ai eu mon téléphone. Vivian vérifia ses paramètres. Son estomac se serra. Numéro bloqué. Une liste qu'elle n'avait pas créée. Le numéro d'Eleanor était en haut. Harrison. Il a dû le faire quand il a pris son ordinateur portable. Pendant qu'elle était sous la douche, pendant qu'elle lui faisait confiance, il l'a bloqué. Murmura Vivian. Harrison a bloqué le numéro de ma mère. Mon Dieu, les mains de Vivian tremblèrent en débloquant le numéro. Immédiatement, un flot de messages apparut. Messages vocaux, SMS, des douzaines. Chérie, appelle-moi. Vivian, je m'inquiète, j'arrive. Tiens bon, j'arrive. Le dernier message était de ce matin. Ta mère a dit autre chose, dit Marlene. Elle a dit qu'elle était en route. Tiens bon. Vivian commença à pleurer. De gros sanglots qui secouaient tout son corps. Elle arrive. Elle arrive vraiment. C'est ce qu'elle a dit. Le parking était sombre maintenant. Les lumières du plafond s'étaient allumées. Un bourdonnement orange pâle. Je pensais qu'elle m'avait abandonné. Je pensais qu'elle s'en fichait. Elle s'en soucie. Elle s'en est toujours souciée. Tu le sais. Vivian s'essuya les yeux, essaya de respirer. Je dois appeler ce numéro, celui que Wesley m'a donné. Fais-le maintenant, j'attendrai. Vivian trouva la carte, tapa le numéro avec des doigts tremblants,
Ça sonna 2 fois. Une voix de femme répondit, professionnelle, calme. Est-ce Vivien? Oui. Qui est-ce? Mon nom n'est pas important pour le moment. Ce qui est important, c'est que nous avons des informations dont vous avez besoin sur les finances de Harrison, sur ses véritables actifs, sur l'accord prénuptial que vous avez signé sous la contrainte. Le cœur de Vivian battait la chamade. Comment savez-vous cela? Nous surveillons Harrison Mercer depuis longtemps, attendant la bonne opportunité. Vous êtes cette opportunité. Je ne comprends pas. Qui sommes-nous? Une pause. Votre mère vous expliquera tout à son arrivée. Nous avons travaillé ensemble. Ma mère, faites-nous confiance, Vivien. Venez au tribunal demain. N'abandonnez pas. Quoi qu'il arrive à la session du matin, n'abandonnez pas. La ligne se coupa. Vivien fixa son téléphone. Qu'ont-ils dit? La voix de Marlene toujours sur l'autre ligne. Ils ont dit que ma mère expliquerait. Ils ont dit qu'elle travaillait sur quelque chose. Alors ta mère a un plan. Un plan? Eleanor Ashford a toujours eu un plan. Vivian avait oublié que Harrison l'avait fait oublier. Je devrais y aller, dit Vivian. Je dois essayer d'appeler ma mère. Appelle-moi plus tard. Fais-moi savoir que tu vas bien. Je le ferai. Vivian raccrocha, composa le numéro de sa mère. Messagerie vocale. Elle essaya de nouveau. Messagerie vocale une fois de plus. Vivian, la voix d'Eleanor, essoufflée, réelle. Maman, je suis à l'aéroport. Mon vol atterrit à minuit. Je serai au palais de justice le matin. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Je ne peux pas expliquer par téléphone. Fais-moi juste confiance. Peux-tu faire ça? Vivian pensa à toutes les années où elle n'avait pas fait confiance à sa mère. Tout le temps où elle avait choisi la version de la réalité de Harrison plutôt que les préoccupations d'Eleanor. Oui, je te fais confiance. Bien, repose-toi. Demain tout change. La ligne se coupa. Vive resta assise dans sa voiture pendant 20 minutes de plus, regardant les lumières oranges clignoter, sentant sa file bouger. Quelque chose avait changé. Elle ne savait pas encore quoi. Mais pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait plus complètement seule. Elle démarra le moteur, sortit du parking. Demain, tout change. Elle devait croire que c'était vrai. 9 heures. La salle d'audience était plus pleine qu'hier. La nouvelle s'était répandue. Harrison Mercer contre sa femme enceinte, un bon divertissement. Vivian était assise au même endroit, la chaise à côté d'elle toujours vide. Sa mère n'était pas encore arrivée. L'aéroport. Minuit. C'est ce qu'Eleanor avait dit. Mais le matin était là et Vivian était toujours seule. Peut-être que quelque chose n'allait pas. Peut-être que son vol était retardé. Peut-être. Bradford Whitmore se leva. Son sourire était plus large aujourd'hui. Votre honneur, nous avons des preuves supplémentaires à présenter ce matin. Des documents financiers démontrant la dépendance complète de Mme Mercer envers mon client. La juge Holloway hocha la tête. Procédez. Les documents apparurent sur un écran de projection. Relevé bancaire, reçu de carte de crédit, un récit peint en chiffres. Comme vous pouvez le voir, Mme Mercer n'a aucun revenu propre, aucune épargne à son nom, aucune propriété. Tout ce qu'elle a appartient à mon client. La mâchoire de Vivian se serra. Tout ce que j'ai lui appartient parce qu'il y a insisté, parce qu'il voulait le contrôle. Elle se rappela la conversation de leur 2e année de mariage. Harrison avait été si raisonnable, si persuasif. Pourquoi as-tu besoin de ton propre compte, chérie? Nous sommes une équipe. Tout ce que j'ai est à toi. Elle avait abandonné son compte bancaire séparé, son fonds de retraite, même l'argent d'urgence que son père lui avait donné le jour de leur mariage. Tout cela avait afflué sur des comptes au nom de Harrison. Mon client a été plus que généreux, continua Bradford. Il a offert à Mme Mercer un règlement de 200 000 $ compte tenu de sa contribution au mariage, qui est négligeable. C'est extraordinairement juste. 200 000 $. Harrison valait 450 millions de dollars. Elle le savait maintenant. La clé USB le lui avait montré. 200 000, ce n'était rien. C'était une insulte. De plus, dit Bradford,
Nous présentons des preuves que Mme Mercer n'a apporté aucune contribution à Mercer Industries. Elle n'a aucun rôle dans le succès commercial de mon client. Elle a assisté à des fêtes. Elle a décoré la maison. C'est l'étendue de son implication. Vivien pensa aux fêtes, aux centaines de fêtes, aux événements de réseautage, aux galas de bienfaisance, aux dîners qu'elle avait planifiés, organisés, et à travers lesquels elle avait souri même quand elle était épuisée. Elle pensa aux associés qu'elle avait charmés, aux accords qui avaient été scellés autour de sa cuisine maison, aux clients qui étaient devenus des amis grâce à sa chaleur. Rien de tout cela ne comptait parce que cela ne pouvait pas être mesuré en dollars. Bradford conclut sa présentation, retourna à son siège. La juge Holloway regarda Vivian. « Madame Mercer, avez-vous une réponse? » Vivian se leva. Ses jambes tremblaient. Elle n'avait pas dormi. Le bébé avait été agité toute la nuit. « Votre honneur, j'ai des preuves qui contredisent tout ce que M. Whitmore a présenté. » Bradford renifla. « Quelles preuves? » Des registres financiers montrant la véritable valeur nette de mon mari. Des comptes offshore. Il les a cachés à cette cour. Un accord prénuptial que j'ai été contrainte de signer. La salle d'audience bourdonna. Le visage de Harrison changea. La première fissure dans son calme. « Votre honneur, » dit Bradford rapidement, « c'est clairement fabriqué. Laissez-la parler, M. Whitmore. » Les mains de Vivienne tremblèrent alors qu'elle sortait la clé USB de son sac à main. Ceci contient des relevés bancaires, des emails, des documents de société écran. Mon mari vaut plus de 400 millions de dollars. Pas les 70 millions qu'il a déclarés à cette cour. Harrison se leva. C'est une propriété volée. Elle a volé des documents commerciaux confidentiels. Je n'ai rien volé. Ils m'ont été donnés. Par qui? Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Tout le monde se tourna et le cœur de Vivienne s'arrêta. Eleanor Ashford se tenait dans l'embrasure de la porte. Cheveux argentés tirés en arrière. Costume bleu marine. La même présence qui avait rempli les salles d'audience pendant 30 ans. Mais Eleanor n'était pas seule. Derrière elle marchait Wesley Mercer. Et derrière Wesley marchait Amber Sinclair. La galerie éclata en murmures. La juge Holloway se leva légèrement de son banc, un geste involontaire de reconnaissance. Juge Ashford, retraité, votre honneur. La voix d'Eleanor porta sans effort, mais toujours autorisée à pratiquer dans cet état. Elle descendit l'allée centrale. Tous les yeux la suivirent. Le visage de Bradford Whitmore avait pris la couleur du vieux papier. Votre honneur, dit Eleanor. Je m'excuse pour mon retard. Mon vol de Washington a été retardé. Je suis Eleanor Ashford et je représenterai ma fille. Harrison saisit le bras de Bradford. Son murmure était assez fort pour être entendu. C'est sa mère. Sa mère est Eleanor Ashford. Le nom signifiait quelque chose même pour Harrison, la femme qui avait rédigé la décision historique sur la dissimulation d'actifs matrimoniaux. La juge dont les opinions avaient façonné le droit de la famille pendant une génération. L'avocate qui, avant d'accéder au banc, avait remporté le plus grand règlement de divorce de l'histoire de l'État. Votre honneur, Bradford était debout. C'est très irrégulier. Nous n'avons eu aucun avis d'un nouveau conseiller. Je crois que ma fille a demandé 3 ajournements pour obtenir une représentation légale. Eleanor atteignit le devant de la salle d'audience, posa une main sur l'épaule de Vivian. Vivian sentit sa chaleur à travers sa blouse. Vous vous êtes opposé à chaque demande. Vous vouliez procéder immédiatement. Considérez votre souhait exaucé. Elle ouvrit sa maillette en retirant un épais dossier. J'ai eu 2 semaines pour me préparer, M. Whitmore. C'est plus que suffisant. La juge Holloway se rassit. Quelque chose comme du soulagement sur son visage. Cette cour accueille une représentation appropriée de Mme Mercer. Juge Ashford, veuillez les procéder. Eleanor se tourna pour faire face à la pièce. Son regard balaya Harrison, Bradford, Constance dans la galerie. Votre honneur, avant de continuer, j'aimerais présenter 2 témoins qui se sont manifestés avec des informations pertinentes pour ces procédures. Elle désigna Wesley et Amber. Wesley Mercer, le frère du pétitionnaire, et Amber Sinclair,
l'ancienne assistante exécutive du pétitionnaire. Ancienne. Vivian remarqua le mot ancienne. Le visage de Harrison était un masque de fureur à peine contrôlé. C'est un coup monté, dit-il. Mon frère est un monsieur Mercer mécontent. La voix de la juge Holloway était perçante. Vous aurez l'occasion de répondre. Asseyez-vous. Harrison s'assit. Eleanor sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. Maintenant, dit-elle, parlons de ce que mon gendre a caché. Eleanor se déplaçait dans la salle d'audience comme si elle en était propriétaire, ce qu'elle était en un sens. Elle avait plaidé des affaires ici avant sa nomination à la Cour suprême. Les Boiseries se souvenaient de sa voix. Votre honneur, j'aimerais présenter la pièce A. Bradford se leva. Objection. Nous n'avons eu aucune opportunité d'examiner. Ce sont des déclarations financières publiques, dit Eleanor calmement. Facilement vérifiables, et elles contredisent directement la déclaration financière soumise par le pétitionnaire. La juge Holloway hocha la tête. Je le permets. Le document apparut à l'écran. Vivian l'avait déjà vu sur la clé USB, mais le voir projeté pour toute la salle d'audience était différent. Plus grand. Ceci est la valeur nette réelle de M. Mercer, dit Eleanor, comme documenté dans les dossiers d'investisseurs confidentiels pour sa société. 452 millions de dollars. La galerie Aleta. Comparez cela à la pièce B, un autre document apparut. La déclaration financière soumise à cette cour revendiquant une valeur nette de 70 millions de dollars. Les chiffres se côtoyaient, accablants dans leur simplicité. C'est un écart de 382 millions de dollars, continua Eleanor, ce qui, votre honneur, constitue une fraude envers la Cour. Bradford transpirait maintenant. Vivian pouvait voir la sueur sur son front. Votre honneur, ces documents. D'où viennent ces documents? Des propres dossiers de M. Mercer. La voix d'Eleanor était glaciale, fournie par une partie concernée. C'est clairement le travail d'un employé mécontent. En fait, dit Eleanor, c'est le travail d'un frère concerné. Wesley Mercer s'avança. Je suis prêt à témoigner, dit-il, sous serment surtout. Harrison se leva brusquement. Vous traître, vous, M. Mercer. Le marteau de la juge Holloway claqua contre le bois. Asseyez-vous immédiatement ou je vous ferai expulser. Harrison s'assit. Ses mains tremblaient. Vivian ne l'avait jamais vu perdre le contrôle comme cela. Cela semblait étrange de voir son masque s'effondrer. Cet homme qu'elle avait aimé, cet homme qu'elle avait craint, réduit à une rage balbutiante dans une salle d'audience. Le bébé donna un coup de débit fort. Vivian pressa une main sur son ventre. Oui, je le vois aussi. C'est ce qui se passe quand la vérité éclate. Eleanor continua. Document après document. Les comptes offshore aux îles Caïmans, 3 d'entre eux totalisant 90 millions de dollars. Les sociétés écrans au Delaware utilisées pour cacher des investissements immobiliers. La propriété en Suisse. Le yacht enregistré auprès d'une holding panaméenne. La collection d'art officiellement détenue par une fiducie que Harrison n'avait pas divulguée. Et puis les emails. La voix d'Eleanor était mesurée alors qu'elle les lisait à voix haute. 15 août, M. Mercer à son conseiller financier. Citation. Et assurez-vous que le nom de Vivian ne figure sur aucun des nouveaux comptes. Je veux que ce soit complètement séparé. Fin de citation, 3 octobre, M. Mercer à son avocat. Citation. Commencez à préparer les documents de divorce. Ne déposez pas encore. Je veux attendre qu'elle soit plus avancée dans la grossesse. Plus difficile pour elle de se défendre. Fin de citation. La salle d'audience était silencieuse. Plus difficile pour elle de se défendre, répéta Eleanor. C'était son plan de synchroniser ce divorce au moment où sa femme enceinte serait la plus vulnérable. Vivian sentit les larmes couler sur son visage. Elle n'essaya pas de les arrêter tout le long. Il avait planifié cela tout le long. La grossesse n'était pas un accident. Harrison avait arrêté d'utiliser une protection 6 mois avant. Elle avait pensé qu'il voulait des enfants. Elle avait pensé qu'il était prêt. Il voulait juste la piéger. Votre honneur, dit Eleanor.
Je demande que l'accord prénuptial soit annulé en raison d'une incitation frauduleuse et d'une divulgation insuffisante. Ma fille n'a jamais été informée des véritables actifs de M. Mercer. On lui a présenté des états financiers falsifiés. Elle a signé sous pression 3 jours avant son mariage, après avoir été informée que la cérémonie serait annulée si elle refusait. Bradford se leva faiblement. Votre honneur, l'accord prénuptial a été correctement exécuté. Il a été témoigné par 3 employés de M. Mercier. Eleanor l'interrompit, tous ayant reçu des primes substantielles la même semaine. J'ai les registres de paie. Elle fit glisser un autre document vers la juge. Cet accord est la définition même de l'abusif et j'ai écrit le manuel. Malgré tout, quelqu'un dans la galerie rit. La juge Holloway étudia les documents. Son visage était illisible. Madame Ashford, excusez-moi, juge Ashford. Madame me convient, votre honneur. Madame Ashford, c'est une preuve substantielle. J'aimerais appeler une suspension pour examiner ces documents. Bien sûr, votre honneur. La cour reprendra à 14 heures. Le marteau tomba. La salle d'audience éclata de bruit. Des reporters, quand étaient-ils arrivés, se bousculèrent vers l'avant. Les téléphones appareils photo clignotèrent. Harrison bouscula ses avocats, saisit le bras de sa mère. Ils se dépêchèrent vers une sortie latérale. Vivian resta figée, incapable de bouger. Sa mère s'assit à côté d'elle. Enfin, la chaise n'était plus vide. Maman, le mot sortit comme un murmure. Je suis là, chérie. Je suis là maintenant. Je pensais que tu ne viendrais pas. Je sais. Je suis désolé. Eleanor lui prit la main. Je devais être prudente. Si Harrison savait que j'étais impliqué avant que tout soit prêt, il aurait trouvé un moyen de me bloquer aussi. Le téléphone. Il a bloqué votre numéro. Je m'en doutais. C'est pourquoi j'ai appelé Marlene. Vous avez planifié tout cela. Eleanor sourit. Ses yeux étaient humides. Tu es ma fille. Pensais-tu que je le laisserais te détruire? Vivienne se pencha contre l'épaule de sa mère. Un instant, elle redevint une enfant de 8 ans, en sécurité, protégée. Il y a plus, dit Eleanor doucement. Wesley a documenté les crimes de Harrison pendant des années. Fraude, évasion fiscale, falsification du testament de leur père. Harrison aurait dû aller en prison il y a longtemps. Pourquoi Wesley ne s'est-il pas manifesté avant? Il avait peur. Harrison a des ressources, des relations, la capacité de faire disparaître les problèmes. Eleanor marqua une pause, mais quand Wesley a entendu parler du divorce, il m'a contacté. Il a dit qu'il ne pouvait pas regarder Harrison vous faire ce que Harrison lui a fait. Qu'est-ce que Harrison lui a fait? Détruit sa relation avec leur père. Falsifier le testament pour exclure entièrement Wesley de l'héritage. Utiliser des détectives privés pour trouver des informations compromettantes et menacer de les divulguer si Wesley contestait la falsification. Vivian absorba cela. L'homme qu'elle avait épousé, le père de son enfant, un criminel, un fraudeur, un monstre caché derrière des costumes parfaits et des sourires charmants. C'est presque fini, dit Eleanor. Quelques heures de plus. Peux-tu tenir bon? Viviane baissa les yeux vers son ventre, vers le bébé qui avait survécu à tout cela avec elle. Oui, nous pouvons tenir bon. La pause de 2 heures sembla 20 minutes. Vivian s'assit avec sa mère et son père. Douglas était arrivé pendant la pause, son visage pâle d'inquiétude et de soulagement. Dans une petite salle de conférence près de la salle d'audience, personne ne parlait beaucoup. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Eleanor révisa ses notes. Douglas tenait la main de Vivian. Le bébé bougea et donna un coup de pied. « Manges-tu assez? » demanda Douglas. « Question de médecin, question de père. J'essaie. Tu as besoin de protéines et de fer. Je t'apporterai quelque chose une fois que ce sera fini. Une fois que ce sera fini. » Comme si c'était presque terminé. Comme si la partie la plus difficile n'était pas encore devant. À 13h30, Viviane s'excusa. Elle avait besoin d'air, d'espace. Un moment seul avec ses pensées. La salle de bain du palais de justice était vide, même lumière clignotante.
Même robinet qui goutte. Elle se tint devant le lavabo, fixant son reflet. Elle se reconnaissait à peine. Des cernes sous les yeux, une peau pâle, des cheveux qui n'avaient pas été correctement lavés depuis des jours, des vêtements qui pendaient sur sa silhouette malgré le ventre de femme enceinte. C'est ce qu'il m'a fait. La pensée était calme, claire. C'est ce que je l'ai laissé faire. Elle serra le bord du lavabo. La culpabilité était parfois accablante. La connaissance qu'elle avait choisi Harrison, qu'elle l'avait défendu devant tous ceux qui avaient essayé de la prévenir, qu'elle avait coupé sa famille, ses amis, sa carrière, tout cela parce qu'il le lui avait demandé, parce qu'il l'avait manipulé pour lui faire croire que c'était son choix. Un sanglot lui échappa, puis un autre. Le chagrin qu'elle avait retenu pendant des mois éclata. Elle pleura le mariage qu'elle pensait avoir, l'amour qu'elle pensait réel, les années qu'elle ne récupérerait jamais. Elle pleura son premier bébé, celui qui n'avait jamais eu de nom, celui que Harrison avait déjà trahi avant que son petit cœur ne cesse de battre. Elle pleura pour elle-même, pour la femme qu'elle était, l'architecte qui concevait de beaux bâtiments, la fille qui avait une famille qui l'aimait, la personne qu'elle avait perdue. Quelque part en chemin, le bébé donna un coup de pied fort, insistant. Vivian haleta, pressa sa main sur son ventre. « Je sais, murmura-t-elle. Je sais, je suis désolée. » Elle se regarda à nouveau dans le miroir. Derrière l'épuisement, derrière la douleur, quelque chose d'autre était là. Quelque chose de plus dur, de plus fort. J'ai survécu 6 ans avec lui. Je suis enceinte de 8 mois dans une salle de bain de palais de justice et je suis toujours debout. Je ne me suis pas brisé. Il a essayé de me briser et je ne me suis pas brisé. Elle s'essuya les yeux, redressa ses épaules. La femme dans le miroir se redressa avec elle. Je ne suis pas ce qu'il a dit que j'étais. Je ne suis pas instable. Je ne suis pas inutile. Je ne suis pas folle. Je suis la femme qui a rassemblé des preuves en secret, qui a sauvé des documents qu'il pensait avoir détruits, qui a tenu bon quand tout en moi voulait lâcher prise. Je suis plus forte qu'il ne l'a jamais su. Le bébé bougea à nouveau, plus doucement cette fois. Nous allons nous en sortir, dit Vivian. Je le promets. Elle se lava le visage, s'essuya les mains, sortit de la salle de bain. Son père l'attendait dans le couloir. La juge est prête, dit-il. Vivian hocha la tête, elle retourna dans la salle d'audience. La session de l'après-midi était sur le point de commencer. La galerie était encore plus bondée maintenant. La nouvelle s'était certainement répandue. Harrison était assis à sa table, flanqué de Bradford et de 2 autres avocats. Constance était absente de la galerie. Wesley et Amber étaient assis derrière Vivian maintenant. Eleanor était déjà debout. Votre honneur. La défenderesse s'appelle Amber Sinclair. La tête de Harrison se redressa brusquement. Objection. La voix de Bradford était faible. Mademoiselle Sinclair ne figure sur aucune liste de témoins. Mademoiselle Sinclair s'est manifestée volontairement avec des informations pertinentes pour ses procédures. Compte tenu de la découverte d'une fraude significative, je crois que la Cour a la latitude d'entendre un témoignage qui pourrait clarifier le caractère du pétitionnaire. La juge Holloway réfléchit. Je le permets, mademoiselle Sinclair. Veuillez prendre la barre. Amber s'avança. Ses talons claquèrent sur le parquet en bois. Elle avait l'air différente aujourd'hui, plus petite d'une certaine manière, moins soignée. Elle s'assit sur la chaise des témoins, leva la main droite, jura de dire la vérité. Eleanor s'approcha. « Mademoiselle Sinclair, combien de temps avez-vous travaillé pour Harrison Mercer? » 4 ans. Et pendant ce temps, quelle était la nature de votre relation? Amber jeta un coup d'œil à Harrison. Il la fixait avec une haine pure. Pendant la première année, strictement professionnelle, puis elle déglutit. « Nous nous sommes impliqués romantiquement. » Pendant combien de temps? 3 ans? Murmura la galerie. 3 ans, répéta Eleanor. Donc, votre liaison avec M. Mercer a commencé avant la première grossesse de sa femme. Oui. Eleanor laissa cela reposer.
Quand avez-vous appris que Madame Mercer était enceinte pour la première fois? Il me l'a dit environ une semaine après qu'il l'ait découvert. Il était Amber marquant une pause. Il était agacé. Il a dit que le timing était inopportun. Inopportun. Le mot frappa Vivian comme un coup physique, son bébé. Leur bébé. Inopportun, et quand Madame Mercer a perdu cette grossesse, il a semblé soulagé. La voix d'Amber était à peine audible. Il a dit que cela s'était résolu de lui-même. La salle d'audience était silencieuse. Mademoiselle Sinclair, étiez-vous au courant des projets de M. Mercer de divorcer de sa femme? Oui. Il a commencé à en parler il y a environ 1 an. Il a dit qu'il voulait attendre qu'elle soit plus avancée dans la prochaine grossesse. Il a dit que ce serait plus facile de gagner la garde de cette façon. A-t-il expliqué pourquoi? Il a dit que les femmes enceintes sont émotionnelles, irrationnelles, que n'importe quel juge verrait qu'elle était inapte à être mère. Vivian sentit la main de sa mère sur son bras qui la calmait. Une question de plus, mademoiselle Sinclair. Monsieur Mercer vous a-t-il fait des déclarations sur sa femme? Amber ferma les yeux. Quand elle les ouvrit, ils étaient humides. Il l'a traitée de stupide à plusieurs reprises. Il a dit qu'elle était facile à manipuler. Il a dit qu'elle croyait tout ce qu'il lui disait parce qu'elle voulait le croire. Elle regarda Vivian. Il en riait de votre confiance. Il a dit, « Vous ne soupçonneriez jamais rien parce que vous l'aimiez trop pour voir la vérité. » La vision de Vivian se brouilla. Elle cligna des yeux fortement. « Il avait raison, dit-elle doucement. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas voulu le voir. » Vivian, la voix de sa mère était douce. « Pas maintenant. »« Pas d'autres questions, » dit Eleanor. Bradford se leva pour le contre-interrogatoire, mais il n'y avait rien à contre-interroger. Amber n'avait aucune raison de mentir. Elle avait tout perdu en se manifestant. « Mademoiselle Sinclair, » dit Bradford, « est-il possible que vous témoigniez par dépit? » Après avoir découvert que M. Mercer était impliqué avec une autre femme, Amber le regarda. « Oui, dit-elle, je suis en colère. Je suis humiliée. Il m'a utilisé de la même manière qu'il a utilisé sa femme, mais cela ne rend pas ce que j'ai dit moins vrai. » Bradford s'assit. L'après-midi s'étira. Eleanor appela Wesley Mercer à la barre. Son témoignage fut dévastateur. Des documents montrant la falsification par Harrison du testament de leur père. Des preuves de fraude fiscale s'étalant sur une décennie. La preuve que Harrison avait systématiquement détruit quiconque menaçait de l'exposer. Notre père faisait confiance à Harrison, dit Wesley. Il croyait laisser l'entreprise familiale entre de bonnes mains. Harrison a rendu cette confiance en volant tout et en m'excluant entièrement. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas manifesté plus tôt? » demanda Eleanor. La peur, la voix de Wesley était monocorde. Harrison a des ressources, des relations. Il a clairement indiqué que si je le défiais, il détruirait ce qu'il restait de ma réputation. J'ai des enfants. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Qu'est-ce qui a changé? Wesley regarda Vivian. Quand j'ai entendu ce qu'il lui faisait, je n'ai plus pu rester silencieux. Le voir faire à quelqu'un d'autre ce qu'il m'a fait, je ne pouvais pas vivre avec ça. Eleanor hocha la tête. Pas d'autres questions. La juge appela une autre suspension. Cette fois seulement 30 minutes, Vivian s'assit dans la salle de conférence. Sa mère révisa ses notes. Wesley et Amber étaient partis. Douglas resta. « Papa? »« Oui, ma chérie. Témoignerais-tu en tant que témoin de moralité? » Douglas leva les yeux. Ses yeux étaient doux, tristes. Bien sûr, si cela pouvait aider. Maman a tout ce dont elle a besoin, des preuves, des documents, mais je veux que la juge entende qui je suis réellement, pas la personne que Harrison a décrite. Douglas hocha lentement de la tête. Alors je témoignerai. La session de l'après-midi reprit. Eleanor appela Douglas Ashford à la barre. Il s'avança lentement. 60 ans, chirurgien à la retraite. Des mains qui avaient sauvé d'innombrables vies. Des mains qui tremblaient maintenant en les posant sur la Bible. « Dr. Ashford, dit Eleanor,
Pouvez-vous décrire votre fille? Douglas regarda Viven, son visage se chiffonna un instant avant qu'il ne le contrôle. Ma fille est la personne la plus gentille que je connaisse. Elle voit le meilleur chez les gens, parfois trop. Elle donne plus qu'elle ne reçoit. Elle aime de tout son cœur. Il marqua une pause. Quand elle avait 22 ans, elle a obtenu son diplôme avec les meilleurs résultats de sa classe en architecture. Elle a conçu un centre communautaire pour un quartier à faible revenu. Elle n'a pas demandé un sou pour cela. Elle voulait juste aider. Qu'est-il arrivé à sa carrière? Elle a rencontré Harrison. Il l'a convaincu que son travail n'était pas important, que son rôle était de le soutenir. Elle a abandonné tout ce qu'elle avait construit parce qu'il le lui a demandé. La voix de Douglas se durcit. J'ai vu ma fille disparaître sur 6 ans. La lumière s'est éteinte dans ses yeux. Elle a cessé d'appeler, cessé de visiter. Harrison a dit qu'elle devait se concentrer sur son mariage. Mais je connaissais la vérité. Il l'isolait, la coupait de tous ceux qu'il aimait. L'avez-vous déjà confronté? Une fois, il y a 5 ans, je l'ai pris à part et lui ai demandé ce qu'il faisait à ma fille. Qu'a-t-il dit? La mâchoire de Douglas se serra. Il a dit, « Avec tout le respect que je vous dois, Dr. Ashford, votre fille m'a choisi. Peut-être devriez-vous accepter qu'elle n'ait plus besoin de vous. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Il avait tort, continua Douglas. Elle avait toujours besoin de nous. Elle ne pouvait juste pas le voir. Il s'en est assuré. Eleanor laissa le silence s'étirer. Une question de plus, Dr. Ashford. Selon votre opinion professionnelle et personnelle, votre fille est-elle apte à élever un enfant? Douglas regarda directement la juge Holloway. Votre honneur, j'ai accouché des centaines de bébés au cours de ma carrière. J'ai vu des parents de toutes sortes, des bons, des mauvais, des dépassés. Ma fille sera une mère exceptionnelle, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est forte, parce qu'elle a survécu à des choses qui auraient brisé la plupart des gens, et parce qu'elle aime son enfant plus qu'elle ne s'aime elle-même. Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. Il se tourna pour regarder Harrison. Un homme bon ne promet pas de protéger quelqu'un et ne devient pas ensuite la chose dont elle a besoin de protection. La salle d'audience était silencieuse. Pas d'autres questions, dit Eleanor. La juge Holloway demanda les plaidoiries finales. Bradford Whitmore se leva. Il avait l'air fatigué, vaincu, mais il essaya. Votre honneur, mon client est un homme d'affaires prospère qui a commis des erreurs, mais il aime son enfant. Il veut faire partie de la vie de cet enfant. Quelles que soient ses faiblesses personnelles, il mérite la chance d'être père. C'était faible. Tout le monde savait que c'était faible. Eleanor se leva. Votre honneur, au cours des 2 derniers jours, nous avons vu des preuves accablantes de fraude, de tromperie et d'abus systématiques. Monsieur Mercer n'a pas seulement menti à cette cour. Il a menti à sa femme, à son frère, à ses partenaires commerciaux, à tous ceux qui lui faisaient confiance. Elle se déplaça vers le centre de la salle d'audience. Il a planifié ce divorce 1 an à l'avance, l'a chronométré pour le moment où sa femme enceinte serait la plus vulnérable, a empêché chaque avocat de cette ville de la représenter, a utilisé son soutien psychologique après un deuil contre elle, et à travers tout cela, il a ri de la facilité avec laquelle elle était manipulable. La voix d'Eleanor s'éleva. Ma fille n'est pas instable. Elle n'est pas inapte. C'est une femme qui a survécu à 6 ans d'abus émotionnels tout en maintenant sa dignité et son humanité. Elle a recueilli des preuves en secret. Elle s'est protégée quand personne d'autre ne le ferait. Elle s'est présentée à cette ville d'audience seule, enceinte de 8 mois, et a affronté une armée d'avocats parce qu'elle refusait d'abandonner elle-même ou son enfant. Elle se tourna pour faire face directement à Harrison. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force extraordinaire. Puis elle fit face à la juge. Votre honneur, je demande que vous annuliez l'accord prénuptial en raison de la fraude et de la coercition. Je demande une distribution équitable des biens matrimoniaux. Les biens réels, pas la divulgation falsifiée. Je demande la garde complète de l'enfant. Et je demande que vous renvoyiez la fraude financière de M. Mercer
au procureur de district pour enquête criminelle. Elle s'assit. La juge Holloway retira ses lunettes, se frotta les yeux. « En mes 23 ans sur le banc, dit-elle lentement, j'ai rarement vu un mépris aussi flagrant pour le processus juridique. » Elle regarda Harrison. « Monsieur Mercer, vous avez soumis une déclaration financière frauduleuse. Vous avez manipulé la capacité de votre femme à obtenir une représentation légale. Vous avez utilisé des dossiers médicaux confidentiels comme arme. Vous avez planifié ce divorce avec une cruauté délibérée. » Harrison commença à parler. La main de son avocat sur son bras l'arrêta. L'accord prénuptial est annulé en raison d'une divulgation insuffisante et d'une coercition. Mademoiselle Mercer a droit à une distribution équitable des biens matrimoniaux basée sur la valeur réelle de ses biens. Elle consulta ses notes. Étant donné les preuves présentées, je constate que la valeur nette de M. Mercer est d'environ 450 millions de dollars. Madame Mercer reçoit 50%, soit 2,25 millions de dollars. La galerie éclata. De plus, continua la juge Holloway, élevant la voix, la garde complète de l'enfant à naître est accordée à la mère. Monsieur Mercer pourra demander des droits de visite supervisés après la naissance de l'enfant, en attendant l'achèvement d'une évaluation psychologique de lui-même. Le visage de Harrison était gris. La juge Holloway dit enfin, « Je renvoie la déclaration financière frauduleuse et les preuves connexes au bureau du procureur de district pour enquête sur d'éventuels chefs d'accusation de parjure et de fraude. » Elle regarda Harrison une dernière fois. « Vous pensiez pouvoir acheter votre chemin hors de la responsabilité, Monsieur Mercer. Vous aviez tort. » Le marteau tomba. La salle d'audience explosa de bruit. Les journalistes, quand étaient-ils arrivés, se bousculèrent vers l'avant. Les téléphones portables clignotèrent. Les avocats de Harrison l'entourèrent, essayant de le protéger du chaos. Vive resta figé. C'est fini. Les mots ne semblaient pas réels. Les bras de sa mère l'enveloppèrent. Tu l'as faite, ma chérie. Tu as gagné. Viven commença à pleurer. Soulagement et épuisement et quelque chose qui aurait pu être de la joie, tout mélangé. Son père se joignit à l'étreinte, les trois se tenant l'un l'autre au milieu du chaos. « Je dois sortir d'ici », murmura Vivien. Eleanor hocha la tête, sortie latérale. Douglas prend la voiture. Ils se déplacèrent rapidement par un couloir arrière, loin des journalistes. Le bruit s'estompa derrière eux. Dehors, le soleil de l'après-midi était aveuglant. Vive n'avait pas vu la vraie lumière du soleil depuis ce qui semblait des jours. Une voiture s'arrêta, Douglas au volant. Vivien monta sur la banquette arrière, Eleanor à côté d'elle. Alors qu'il s'éloignait du palais de justice, Viven regarda par la fenêtre. Harrison se tenait sur les marches avant, entouré de caméras, son costume parfait, ses chaussures polies, son empire s'écroulant autour de lui. Il semblait plus petit d'une certaine manière. Viven se détourna. Elle ne voulait plus jamais le revoir. 2 semaines plus tard, Vivienne se tenait dans la chambre de bébé de sa maison maintenant. La juge l'avait attribuée dans le cadre du règlement. Les murs étaient peints d'un vert sauge doux. Elle l'avait fait elle-même avec l'aide de Marlene. 3 couches. Ses bras lui avaient fait mal pendant des jours. Ça en valait la peine. Le berceau se tenait dans le coin, fait à la main par son père. Chêne et érable, poncé lisse, teinté doré. 4 générations de femmes Ashford ont dormi dans un berceau que j'ai construit, avait dit Douglas en le livrant. Ce bébé en fera 5. La chaise à bascule était près de la fenêtre. La chaise de sa grand-mère, la même qui avait bercé Eleanor bébé, la même qui avait bercé Viven. Le bois était poli par des décennies d'utilisation. Vive traça l'accoudoir avec ses doigts. Tant d'histoire dans ce meuble. Tant d'amour. La sonnette retentit. Marcène apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre de bébé. C'est la livraison. Fourniture pour bébé. Je m'en occupe, merci. Vivien entendit des voix en bas. Le froissement des paquets. Le son de la vie normale. Elle s'assit dans la chaise à bascule.
Le coussin en cuir avait été remplacé. C'était nouveau, mais le cadre était original. Le bébé bougea plus bas maintenant. Le médecin avait dit que ce serait bientôt, peut-être cette semaine. Nous y sommes presque, murmura Vivien. Encore un peu. Elle pensa aux 2 dernières semaines, aux avocats, à la paperasse, aux entretiens avec les procureurs. Harrison était maintenant sous enquête. Des accusations fédérales en attente. Les preuves de Wesley avaient ouvert une brèche. Certains jours, c'était trop. Les appels téléphoniques, les journalistes, les questions interminables. D'autres jours, c'était comme la liberté. Aujourd'hui était un jour de liberté. Eleanor apparut dans l'embrasure de la porte. « Comment te sens-tu? » Fatiguée, pleine d'espoir, effrayée. Cela semble approprié pour quelqu'un qui est sur le point de devenir mère. Eleanor traversa la pièce, se tint derrière la chaise à bascule. Ses mains reposèrent sur les épaules de Vivien. « Je suis fière de toi, » dit-elle doucement. « Je sais que je ne le dis pas assez, mais je le suis. Tu es venu quand j'avais besoin de toi. J'aurais dû venir plus tôt. J'aurais dû pousser plus fort quand j'ai vu les signes. Je n'aurais pas écouté. Peut-être pas, mais j'aurais dû essayer. » Elles restèrent ainsi un long moment. Mère et fille, la lumière de l'après-midi traversant la fenêtre. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Eleanor. Elle sortit une petite boîte en velours de sa poche, la plaça dans les mains de Vivian. À l'intérieur se trouvait un collier, une simple chaîne en or avec un petit pendentif. La lettre G dans une écriture délicate, G pour Grace. Léonore sourit. Le nom de votre grand-mère et, espérons-le, celui de vos filles, Grace. Vivienne avait pensé à des noms pendant des mois, en avait considéré des dizaines. Aucun ne semblait juste, mais celui-ci l'était. Grace, répéta-t-elle. Grace, Ashford, pas Mercer, jamais Mercer. Eleanor hocha la tête, satisfaite. Le bébé bougea à nouveau, plus fort cette fois. Je pense qu'elle aime ça, dit Vivien. 1 mois plus tard, la chambre d'hôpital était calme. La lumière du petit matin filtrait à travers les stores. Vivien tint sa fille pour la première fois. 7 lébiquettes roses, 10 doigts, 10 orteils. Une poussière de cheveux foncés, des yeux qui ne pouvaient pas encore tout à fait se concentrer, mais semblaient tout voir. « Grace, » murmura Vivien, « ton nom est Grace. » Le bébé fit un petit bruit, pas tout à fait un cri, plus comme une reconnaissance. Eleanor se tenait à la fenêtre. Douglas s'essuya les yeux. Marlene était sortie pour appeler son mari. « Je dois le dire à quelqu'un qui ne pleure pas », avait-elle dit. Vivien étudia le visage de sa fille, cherchant des traces de Harrison, n'en trouvant aucune. Ou peut-être juste choisir de ne pas les voir. Cet enfant est à moi. Quoi qu'elle ait hérité de lui, elle est à moi. Je vais faire des erreurs, dit Vivienne doucement. Au bébé, à elle-même. Je vais me tromper. Je ne sais pas tout sur le fait d'être mère. Grace cligna des yeux, sa petite main s'enroula autour du doigt de Vivien. Mais je sais que je t'aime et je sais que j'essaierai. Chaque jour, j'essaierai d'être la mère que tu mérites. Le bébé fit un autre son, content. Viviane sourit, des larmes coulant sur son visage. Des larmes de joie cette fois. Bienvenue au monde, Grace. Ce n'est pas parfait, mais c'est le nôtre. 6 mois plus tard, Vivian se tenait devant un bâtiment qu'elle avait conçu, un refuge pour femmes quittant des relations abusives. Financé par son règlement, construit par des entrepreneurs, elle l'avait choisi elle-même. La structure était pleine de lumière, des fenêtres partout, des espaces ouverts, des jardins visibles de chaque pièce. Les femmes qui ont vécu dans l'obscurité méritent de voir le soleil. Elle l'avait dit à l'architecte qui l'avait aidé à affiner les plans. Chaque pièce devrait ressembler à la liberté. La cérémonie d'inauguration avait été petite. Pas de journalistes, pas de caméras, juste les femmes qui vivraient ici, le personnel qui les soutiendrait, les donateurs qui avaient contribué, et Grace attachée à la poitrine de Vivian dans un porte-bébé, dormant pendant tout le processus. Eleanor avait dévoilé la plaque d'inauguration. Bronze simple, lettrage net. Pour chaque femme à qui on a dit qu'elle n'avait rien.
Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous l'avez toujours eu. Vivian avait écrit ces mots elle-même. Tard un soir, Grace pleurant dans la pièce d'à côté, l'épuisement brouillant sa vision. Elle les avait écrits et savait qu'ils étaient vrais. Pas seulement pour les femmes qui vivraient ici, pour elle-même tout le long. Même dans les moments les plus sombres, même dans la salle de bain du palais de justice quand elle voulait abandonner, elle avait tout ce dont elle avait besoin, la force de survivre, l'amour pour continuer, le courage de recommencer. Après la cérémonie, Vivienne rentra chez elle en voiture, Grace babillant dans ce siège auto derrière elle. La maison était calme, paisible, pleine de lumière. Elle nourrit Grace, la changea, la berça dans la chaise de la grand-mère jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis Vivienne s'assit sur le porche arrière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en rose et or. Elle pensa à Harrison. Elle le faisait moins souvent maintenant. Le procès criminel se déroulait. Accusation fédérale, accusation d'État. Wesley témoignait, Amber aussi, de même qu'une douzaine d'anciens employés qui avaient enfin trouvé le courage de parler. Harrison irait probablement en prison, peut-être pour des années. Vivian ne suivait plus les nouvelles à ce sujet. Elle était trop occupée à construire quelque chose de nouveau. Le cabinet d'architecture avait rouvert, petit pour l'instant, juste Vivian et 2 associés, mais en pleine croissance. 3 projets en développement, d'autres en préparation. Le refuge était le premier. Il y en aurait d'autres. Je pensais que la force signifiait endurer, avait-elle dit à Marlene une fois. Rester silencieuse, garder le contrôle, ne jamais montrer de faiblesse. Et maintenant, je pense que la vraie force, c'est se lever, partir, recommencer, même quand cela vous terrifie. Marlene avait levé son verre de vin au nouveau départ terrifiant. Au nouveau départ terrifiant, le coucher de soleil s'estompa. Les étoiles apparurent. L'air du soir devint frais. Vive rentra à l'intérieur. Vérifia Grace. Toujours endormie. Parfait. Elle monta dans son propre lit, un lit qu'elle avait choisi elle-même. Dans une pièce qu'elle avait décorée elle-même, dans une vie qu'elle construisait d'elle-même. Le babyphone brillait doucement sur la table de chevet. Demain, il y aurait plus de travail, plus de défis, plus de moments de doute. Mais ce soir, il y avait la paix. Vivienne ferma les yeux. La porte de la prison avait été déverrouillée tout le long. Elle avait été sa propre gardienne. Maintenant, elle était libre. Et la liberté, apprenait-elle, ressemblait beaucoup à la grâce. 1 an plus tard, une lettre arriva au bureau de Vivienne. Pas d'adresse de retour, manuscrite. Vivienne reconnut immédiatement l'écriture. Harrison, où elle faillit la jeter, non ouverte, presque. Au lieu de cela, elle s'assit à son bureau, la lettre dans ses mains. Moi le l'ouvris. Vivienne, je sais que vous ne voulez pas avoir de mes nouvelles. Je sais que je ne mérite pas de vous contacter, mais j'écris quand même. Le procès est terminé. Vous le savez probablement. 7 ans de prison fédérale. J'aurai 60 ans quand je sortirai. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai fait, à qui j'étais, à l'homme que je suis devenu. Je n'écris pas pour demander pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je n'écris pas pour donner des excuses. Il n'y en a pas. J'écris parce que je comprends enfin ce que j'ai perdu. Pas l'argent, pas l'entreprise, pas même ma liberté. Je vous ai perdu. J'avais quelqu'un qui m'aimait complètement, qui me faisait confiance, qui m'aurait soutenu à travers tout. Et je l'ai détruit délibérément, systématiquement, parce que je pensais pouvoir le faire, parce que je pensais être intouchable. J'avais tort. J'espère que Grace est en bonne santé. J'espère qu'elle est heureuse. J'espère qu'elle grandira pour être comme sa mère, forte, gentille, meilleure que je ne l'ai jamais été. Je ne demande pas à faire partie de sa vie. Je sais que j'ai renoncé à ce droit, mais j'espère qu'un jour vous pourrez lui dire que son père n'a pas toujours été un monstre, qu'une fois, il y a longtemps, il était capable d'amour,
même s'il a oublié comment. Je suis désolé, Harrison. Vivien lut la lettre 2 fois, puis elle la rangea dans le tiroir de son bureau. Avec les papiers du divorce, les documents judiciaires, toutes les preuves d'une vie qu'elle avait laissée derrière elle. Elle regarda la photo sur son bureau, le premier anniversaire de Grace, le gâteau écrasé couvrant son visage, riant. Peut-être qu'un jour elle raconterait à Grace son père. La vérité, tout, le bon et le mauvais, l'homme qu'il était et l'homme qu'il est devenu, mais pas encore. Pour l'instant, il y avait du travail à faire, des bâtiments à concevoir, des femmes à aider, une fille à élever. Viviane se leva, elle marcha vers la fenêtre, regarda la ville en contrebas. Le refuge qu'elle avait construit était visible d'ici, les fenêtres captant la lumière de l'après-midi. Derrière elle, la lettre était dans son tiroir. Des mots d'un homme qui n'avait finalement plus de mensonges. Viviane regarda la lumière jouer sur les bâtiments, puis elle se retourna vers sa table de dessin. Elle avait du travail à faire. Si cette histoire touche votre cœur, faites-moi une petite faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide plus de femmes à trouver des histoires qui leur rappellent leur propre force. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, avez-vous déjà été confronté à un moment où vous vous sentiez complètement seul pour découvrir ensuite que quelqu'un se battait pour vous depuis le début? Partagez ceci avec une amie qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas brisée. Elle attend juste son moment. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre famille. Nous vous apportons des histoires chaque semaine qui vous feront rire, pleurer et vous rappelleront pourquoi vous n'abandonnez jamais. Maintenant, commençons. Clause de non-responsabilité finale. Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et édité manuellement par notre équipe. Chaque mot est conçu avec intention pour apporter des leçons significatives et une valeur émotionnelle à nos téléspectateurs. Nous croyons que les histoires ont le pouvoir de guérir, d'inspirer et de nous rappeler notre propre force. Merci de faire partie de ce voyage.